Bonsoir. Dame Nature ne nous avait pas mentionné que la pluie se mettrait de la partie au moment où on commence notre live. C'est pas grave puisque la grosse brune est munie d'une caractéristique intéressante qui consiste en un toit. Ce qui nous aide beaucoup dans le contexte actuel. Moi, j'avais une petite question pour toi. Là. Est-ce que les panneaux de bois sur les côtés, ça brûle bien? Ça pourrait couper l'humidité un peu. Là. Ça refait un petit peu. Là. C'est sûr que ça brûle bien. Salut à Phil qui regarde. Bon, ben, il y a déjà une trentaine de personnes qui embarquent. C'est parfait. Alors, bienvenue tout le monde. Merci encore une fois d'être là pour cette 61e improvisation mixte. Ayant pour titre aujourd'hui dans ma grosse brune. Oui, mix parce que des fois on est mélangé. C'est ça, exactement. Voilà. Germain, commence la question exceptionnelle de la semaine. Oui, donc à part le MX-30, qui est le nouveau petit véhicule électrique de Mazda, un premier véhicule électrique pour Mazda, nommé deux véhicules, toujours chez Mazda, dotés de portes-suicides. Voilà. Nommez-en deux. Ou de porte arrière abattant. Oui, ou de porte-suicide. Tu appelles ça comme tu voudras. Bonsoir à Pascal Louprey qui est avec nous. Jocelyn Lamotte, salut. Bon, ben ta question est lancée. Et là, on est de retour. Il y a eu un petit bug. Oui, hein, on dirait. Oui, il y a eu un petit bug. Bon, connexion problématique, semble-t-il. Je ne sais pas c'était quoi. On va espérer que ça va être correct. Peut-être qu'on peut... le Wi-Fi serait-il défectueux? On aurait-tu un problème de Wi-Fi? Ici, je te vois. Bon, ben si tu me vois, tant mieux. OK, je te good. vois. Alors, on s'excuse pour cette petite interruption en espérant que ça ne se reproduise pas. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Déjà 150 personnes qui sont là. Bien, bienvenue. Merci pour les étoiles. Alors, génial, on commence ça. Puis, Germain... Oui, on va le répéter. Là. À part, tout d'un coup que ça a coupé avant, Ouais. là, à part la MX-30 nommée deux véhicules chez Mazda dotés de portes-suicides. Bien, je pense que les gens ont déjà des réponses. Là. Bon. Alors, ça rentre. Il y a beaucoup la première réponse ben, qu'on s'attend qui est facile. Ça en prend deux. Il faut en trouver deux. Là. Bon, fait que le signal est revenu. C'est bon, on s'excuse encore une fois. On a étiré l'antenne là sur le toit, donc c'est ça. ça va beaucoup mieux. C'est ça, exactement. Alain me demande si j'ai encore mon GTO. Malheureusement, non, je n'ai plus mon GTO. Il faut faire des choix. C'est des autos, choix. il faut que ça roule. Pourquoi j'ai vendu mon GTO? On va le dire, là. OK? Pourquoi j'ai vendu mon GTO? Parce que j'adorais cette voiture-là, conduire ça. Ah, il y a quelqu'un qui a la deuxième bonne réponse. Ah, bon. Une voiture noire avec un gros bloc non climatisé, avec un intérieur en vinyle noir, l'été à 35. Moi, j'ai aucun plaisir avec ça. C'est un peu Et c'est la raison pour laquelle je m'en suis défait. Et c'est la raison pour laquelle je n'avais pas acheté la Trans Am Bandit 1977 d'un de mes amis qui, il y a 2 ou 3 ans, me faisait un super bon prix. Et ça aurait été un investissement en or puisque depuis, elles ont grimpé de valeur à une vitesse épouvantable. Mais je ne l'avais pas acheté parce que justement... C'était une voiture foncée avec un intérieur foncé, pas de clim. Et c'est vrai, c'est des voitures qu'on roule seulement l'été. C'est ça. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui n'est pas capable de supporter la chaleur, mais un gros bloc, un 400, qui dégage énormément de chaleur dans une voiture noire, intérieur noir, c'est raide. Puis c'est un peu pour ça que je m'en suis... En fait, c'est pas mal pour ça que je m'en suis défait. Tu aurais pu la repeinturer. Parce que je m'empêchais de la prendre pour ça. Tu aurais pu la repeinturer. C'est pas plus dur que ça. Non. OK. Non. Là, ça va faire restaurer les autos pour s'en défaire après. C'est pas une bonne idée. Effectivement. C'est pas une bonne idée. Merci pour les étoiles, bien apprécié. Alors, Germain, notre premier sujet, c'est intéressant parce que la semaine passée, pour ceux qui n'y étaient pas, on a parlé de Imperium Motors, donc de ce nouveau constructeur ou de ce nouvel importateur de véhicules électriques chinois qui va débarquer ici techniquement au mois de décembre avec un premier VUS qui s'appelle le SEV, Skywell SEV. J'en ai fait l'essai, j'en ai fait la critique. Alexis, il dit la shop à Joubert. Oui, c'est la grosse brune, ça doit être ça. C'est ça. Alors, j'en ai fait l'essai, j'en ai fait la critique. On a parlé longuement de cette entreprise-là qui est assez surprenante parce qu'au moment où on se parle, pas d'homologation de fait encore et on nous promet des véhicules et des concessions en décembre, etc., etc. Et bien que j'ai grandement confiance en l'administrateur de l'entreprise,
Oui, parce que Moi, c'est quelqu'un qui a un beau passé automobile au Canada. Là. Il n'arrive pas de nulle part. Là. Exactement. Ben, tu sais, j'ai quand même posé des questions, puis je suis quand même un petit peu inquiet du réseau de distribution et comment on va honorer les garanties, puis comment tout ça va se passer. On n'a pas beaucoup de réponses en ce moment. Mais c'est pas le produit qui m'inquiète plutôt que comment la structure organisationnelle de l'entreprise va être construite. Et là, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un long courriel cette semaine que j'ai trouvé très pertinent et qui trouvait qu'on y avait peut-être été un peu fort lorsqu'il était question d'Imperium et qui lui-même était très intéressé initialement par le véhicule, mais qui a fouillé, qui a fait des démarches, qui a vu ce qui s'est passé aussi ailleurs dans le monde avec ce constructeur-là et a certaines réserves. Bon, petite précision, et on a insisté très, très fort là-dessus la semaine dernière, on n'est pas en train de dire aux gens garochez-vous, allez vous procurer ce véhicule-là, c'est génial, c'est merveilleux. C'est pas ça. On ne peut même pas le recommander. Non, pas en ce moment. On ne peut pas recommander ce véhicule-là. Trop tôt. Malgré les qualités qu'il a, malgré l'intérêt qu'on lui porte. On ne peut pas recommander ce véhicule-là qu'on ne connaît tout simplement pas encore. Là. Est-ce que tu nous lirais le courriel? Oui, ben, je vais en lire des extraits parce que sinon on va passer l'heure là-dessus. Bon, il y avait certaines réserves par rapport au site Internet du manufacturier sur lequel malheureusement on n'a aucune information. Et le point que ce lecteur-là soulevait, c'était le volume du coffre. Hein? C'est assez... Oui, ça, j'ai trouvé ça tiré par les cheveux parce que le calcul de volume d'un coffre, il y a différentes façons de le faire. Les normes européennes, les normes asiatiques, les normes nord-américaines ne sont même pas pareilles. Puis des fois, on reçoit des chiffres qui sont différents d'un même constructeur pour un même véhicule. Alors, tu sais qu'on n'est pas encore aujourd'hui le vrai chiffre. Bon. C'est une information qui est quand même pertinente pour le consommateur moyen de connaître cette donnée-là. Bon, évidemment, tout ce qui entoure la nomenclature du véhicule soulevait pour lui certaines réserves parce que à l'échelle internationale, le nom n'allait pas être le même. Donc, est-ce que c'est pas une technique de camouflage, par exemple? Bon, bref, on peut extrapoler avec ça. Il mentionnait aussi avoir regardé sur certains réseaux sociaux et médias sociaux en Chine et que l'engouement là-bas n'est pas si grand, n'est peut-être pas aussi grand qu'il l'est ici. Ce qui est correct, c'est deux marchés différents. Est-ce qu'on ne l'a pas développé justement pour sortir un peu de la Chine? C'est possible. Donc encore là, oui, c'est un point intéressant. Ouais, mais puis tu sais, je ne m'arrêterai pas là non plus. Là. Je dirais à l'inverse que, tu sais, BioIC, là, si la Chine n'existait pas, BioIC n'existerait plus. Absolument. Alors on continue de fabriquer des BioIC qui ne se vendent pas chez nous pour les vendre en Chine. Alors, est-ce que ça fait en Chine en plus? Est-ce que ça fait d'un BioIC un mauvais produit? Non, c'est juste que pour notre marché, c'est un produit qui est sur une pente descendante, alors qu'en Chine, c'est encore super populaire. Alors, tu sais... Un autre point soulevé qui, je trouve, très intéressant, comment on va assurer ça, ce véhicule-là? C'est une marque totalement inconnue qui n'a aucun historique, qu'aucune compagnie d'assurance ne connaît, à moins qu'il y ait un courtier qui nous écoute cet après-midi. C'est plein de questions auxquelles, malheureusement, on n'a pas les réponses. Là. Et oui, on peut avoir donné un dépôt de 100 $, puis entre toi et moi, c'est pas très engageant de remettre un dépôt de 100 $. Là. Non. Je pense que les gens qui ont remis 100 $ ne sont pas à 100 $ près dans le tout et tout, mais pour le consommateur moyen qui va s'en procurer un, comment ça va se passer, c'est plus compliqué. Là. C'est plus compliqué. Donc, on va voir, on va leur donner bien sûr le bénéfice du... On est reconnecté. Bon, là, il y a bien des gens qu'on a perdus, je pense. Oui. Bon, on est dans une contrée très, très, très éloignée. Hein, oui, c'est ça. On ne comprend pas ce qui se passe. Fait qu'on essaie malheureusement de... On se rapproche, du routeur, hein? Pas trop proche quand même. On va voir si ça marche. OK. Bon. Bon, alors on s'excuse encore une fois, ça coupe encore. Je sais, Guillaume, on nous a dit ça, alors désolé pour les coupures, mais là les gens sont revenus. En fait, on a autant de gens que tantôt, alors
Bon. bien content. Puis moi, je n'ai pas remis mon micro, fait que ça aide pas. Oui, et bon, pendant que tu remets ton Ouais. micro, un dernier point aussi qui était souligné encore une fois par ce lecteur-là, c'était le modèle d'affaires d'Imperium, Ouais. c'est-à-dire d'avoir un importateur plutôt que d'avoir un manufacturier qui s'établit ici. Moi, ce n'est pas nécessairement le point qui m'inquiète le plus parce qu'on a vu ça par le passé et c'est ce qu'on mentionnait la semaine dernière. Des manufacturiers maintenant comme BMW, comme Subaru, quand ils sont débarqués au Canada, ben, c'était justement des importateurs. Donc, pour moi, c'est pas un point qui me paraît alarmant en ce moment. En ce moment, non, mais c'est ça. Alors, on va donner le bénéfice du doute à l'entreprise. Puis Oui. évidemment, on va vous tenir au courant dans les prochaines semaines. Parce que là, il y a plusieurs étapes. Là. L'homologation, l'arrivée, l'étape, qui aura les concessions, Ben bon, oui. tout ça. Là. Et on nous promet une annonce pour ce qui est de l'entretien aussi. Donc, on va s'affilier avec une grande bannière, nous dit-on. Quelle sera-t-elle? Est-ce qu'il y en a tant que ça dans la province? Bon, c'est tout ça qu'on devrait savoir normalement dans les prochaines semaines. On va d'ailleurs discuter, puis j'invite les gens à nous écouter ce week-end, samedi 10h, mais aussi vous pouvez l'écouter en balado sur Cube Radio, notre émission du Guide de l'Auto, où on recevra Denis Leclerc d'Albi le Géant. On va lui poser la question, ce qu'il pense de l'arrivée d'une nouvelle marque chinoise comme ça dans l'industrie auto, parce que moi je veux avoir le pouls ou les impressions d'une personne qui a des groupes de concessionnaires et qui serait peut-être attirée à aller chercher cette bannière-là. Et j'ai l'impression que les réactions sont très, très, très opposées. D'un côté, il y a des gens qui sont très emballés à l'idée de peut-être pouvoir ajouter une bannière de véhicules électriques. Bon, on sait que l'avenir sera probablement vert. Et d'un autre côté, il y a des gens qui ne veulent absolument pas être associés à un manufacturier chinois qu'on ne connaît pas du tout. Donc, ça semble pour le moment vraiment polarisé là, de ce côté-là. Mais oui, et avec Denis Leclerc, on pourra parler de pénurie et encore de pénurie parce qu'on manque de tout. Oui, donc, exactement. Ça sera intéressant de ce côté-là. Merci pour les étoiles. L'autre sujet, Germain, qui concerne aussi un peu Imperium, parce qu'Imperium s'est présenté pour la première fois au Salon de l'auto du véhicule, du véhicule électrique de Montréal. Bien là, c'est la tenue du vrai Salon de l'auto. Alors, pour votre info, il y aura un Salon de l'auto électrique ce week-end à Québec, au Centre des Foires. Dans quelques semaines, ensuite, Saint-Hyacinthe. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui nous demande si on va être présent au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. C'est Alexis Bédard qui nous pose la question. Moi, j'y serai le dimanche matin. Parce qu'il va y avoir un événement spécial entourant le Salon du véhicule électrique à Saint-Hyacinthe. Alors, je vais aller faire mon tour le dimanche. Je ne sais pas pour toi, Germain. Je n'ai pas les dates, bien franchement. Je sais que malheureusement, celui de Québec, je ne pourrais pas y être. Oui, ça, c'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas pour moi. J'avais beaucoup apprécié ma visite au Salon de Montréal. Mais effectivement, si je peux aller faire un tour à celui de Saint-Hyacinthe, ça serait très agréable. Tu peux. Non, mais c'est là pour dire qu'après ces salons-là, il est supposé avoir un salon de l'auto de Montréal qui n'a pas eu lieu l'année passée. On avait été très chanceux en 2020, c'est-à-dire parce que tout ça était arrivé juste avant l'arrivée du virus en Amérique du Nord, donc on avait pu s'en sauver de ce côté-là. Mais en 2021, donc cette année, on n'avait pas eu de salon. Et là, on essaie d'organiser un salon pour 2022. Et on fait face à certains défis. Certains défis, tu dis? De nombreux défis, du compte de 8. Oui, 8 et si c'est pas plus. Parce que moi, j'ai parlé à des constructeurs automobiles dans les dernières semaines. Certains m'ont confirmé qu'ils ne seraient pas présents au Salon de l'Auto de Montréal. Et il y a des manufacturiers qui, d'habitude, ne sont pas là. On sait que Volvo, pendant plusieurs années, était là, était pas là, était là, était pas là. Bon, Tesla. C'est une chose. Tesla n'est pas là non plus. Bon, alors ça, on n'en fait pas de cas. Mais là, Audi, Volkswagen, Mitsubishi, Mazda, Honda, Acura, c'est des constructeurs qui sont pas là. Bon, et c'est des constructeurs généralistes. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Oui, exactement. Alors, est-ce que... là, on me dit que le son n'est pas fort. OK, on va essayer d'arranger ça. Pardon, est-ce que c'est mieux comme ça? Ça devrait être moins pire.
Alors, il y a des constructeurs d'importance qui ne seront pas au Salon de l'Auto de Montréal. Et en discutant avec Denis Dessureau, qui est évidemment président de la CCAQ, j'ai aussi tâté le pouls à savoir, bon, ben, est-ce qu'on va combler ces trous-là par exemple, une association de concessionnaires qui pourrait amener des véhicules sur place? Et sa réponse a été à la fois intéressante et intrigante, c'est-à-dire que un regroupement de concessionnaires n'a évidemment pas. Il y a quelqu'un qui dit il reste quoi alors si ceux-là ne sont pas là? Bien, effectivement, il y a des gens qui vont se poser la question. Mais je veux dire, un regroupement de concessionnaires. Faites juste essayer de vous imaginer. Je ne sais pas moi, Parc Avenue, ouais. puis Gabriel, puis H. Grégoire, puis Albi, qui associent leurs efforts pour amener de façon globale des véhicules sur un tapis à Montréal, puis s'installer là pour remplacer le kiosque de Honda, par exemple. Là, je dis n'importe quoi, ça peut être Nissan, peu importe. Alors, imagine-toi ces efforts-là. D'abord, c'est pas nécessairement des gens qui sont habitués de travailler ensemble. Ben, c'est pas nécessairement des amis non plus. Ben voilà. Deuxièmement, ben, ce que Denis Dessureau me disait, c'est que on ne veut pas souffrir de la comparaison d'un kiosque qui serait... national, là. Non, mais c'est ça. Donc, un kiosque à grand déploiement où il y a 2, 3, 4 millions de dollars d'investis dans des infrastructures. Parce qu'on va avoir là, des murs intérieurs, des écrans un peu partout, des jeux de lumière. Tu sais, bon, on parle de tapis, mais il y en a, ils installent quasiment de la céramique au sol. Tu sais, c'est souvent d'une très, très grande envergure. On va avoir des podiums avec des plaques tournantes. Là, si on a 2, 3 concessionnaires qui s'unissent pour être présents, est-ce qu'on va pouvoir arriver à ce standing-là? Je ne suis pas certain, là. Oui, exactement. Alors, c'est vraiment un problème qu'il va falloir régler. Et en même temps, moi, je me mets dans la peau du visiteur du Salon de l'Auto, visiteur qui oscille entre 180 000 et 200 000 personnes. Bonne chance pour rassembler tous ces gens-là en 10 jours dans un lieu clos et intérieur. Bonne chance. Est-ce que tu as encore des pépins avec... Bien, il semble que le son ne soit pas fort, mais je veux dire, selon ce que j'ai ici, tout est en règle, là. Alors, je m'excuse. Y a-t-il des problèmes techniques aujourd'hui? Est-ce que l'absence de constructeur peut compromettre la tenue du salon? Bien, en fait, on se pose sérieusement la question. Parce que est-ce qu'un visiteur va vouloir se déplacer à un salon comme celui de Montréal pour aller voir la moitié des constructeurs? Et dans ceux qu'on a mentionnés, là, on va prendre Honda, par exemple. Là. On a la Civic 2022 de nouvelle génération. Oui, elle est en concession, mais de la voir, pour beaucoup de gens, ce serait la chance de la voir en vrai pour la première fois. Tu as parlé de Volkswagen. Bon, on a l'ID4 hein, qui est supposé arriver à un moment cet automne. Donc encore là, pour bien des gens, ce serait la première opportunité de le voir en vrai, de s'asseoir en banc, de discuter avec un représentant. Mais si ces véhicules-là ne sont pas là, ça ne sert à rien. Bon, bien, on me dit que le son est bien correct. Oui, c'est ça. Le son est bien correct. Bon, parfait. Mais non, c'est ça, ça sert à rien. Puis moi, je veux dire, à la lumière de la discussion que j'ai eue avec les gens du salon d'auto, avec des concessionnaires, j'ai soudainement réalisé que ce qui avait couru à la perte des grands salons internationaux, c'est justement les dépenses excessives, les montants astronomiques qu'on alloue pour l'installation de kiosques qui ont coûté des fortunes à fabriquer, le transport de tout ça. Bon, sans compter les coûts d'exploitation de l'endroit où on se trouve. Alors, tout ça, ça fait en sorte que, tranquillement, pas vite, ben, tu as des constructeurs qui ont décidé tout simplement d'abandonner les salons. Et ça fait en sorte que les visiteurs, comme les constructeurs, se sont carrément désintéressés de ces événements-là. Alors qu'à l'opposé, des salons plus régionaux, par exemple... Comme Québec, par exemple. Oui, puis c'est le plus bel exemple, la ville de Québec, parce que le salon de Québec, c'est un happening, c'est un petit salon où tout est condensé, où tu n'as pas de place pour de la fioriture, des grosses installations. Et pour les manufacturiers, c'est intéressant parce que c'est un salon de consommateurs. Et on m'expliquait que, et là, pardon l'expression anglaise, mais le turnover est très, très intéressant. Donc, de convertir le visiteur du salon en un client qui va se procurer un véhicule dans les semaines ou les 3 mois à venir est très, très intéressant à Québec.
mais c'est pas nécessairement toujours le cas, là. Mais c'est tout le point, tout l'intérêt d'un salon comme celui de Québec est Oui. là, parce que tu te déplaces là-bas, tu as des voitures qui sont sur un tapis avec des petits kiosques, avec des gens qui sont là pour t'informer. Tu fais le tour assez rapidement, mais la grande majorité des marques sont présentes et ça marche et il y a du monde. Alors que, mais la beauté d'un salon comme ça, c'est que, je veux dire, versus le salon de Montréal ou Oui. Toronto, ça coûte pas cher. Je veux dire, c'est pas donné, Non, mais ça mais- coûte pas cher par rapport à un salon d'envergure internationale. Et c'est là que je fais, ben, est-ce que l'avenir d'un salon de l'auto, ça serait de revenir à une formule plus simpliste comme celle-là? D'arriver dans mais là, un... est-ce que si on a une formule plus simpliste, on peut louer pendant un mois le Palais des Congrès? Est-ce qu'il n'y a plus rien de ça qui tient, là? Mais il n'y a plus rien de ça qui tient. C'est-à-dire que si tu te présentes au Palais des Congrès, Oui. mais que tu, en tant que constructeur automobile, tu n'es pas obligé de payer des transporteurs pour prendre un kiosque, le transporter de Toronto à Vancouver, à Montréal, installer ça, payer des gens pour le faire, installer des gigantesques écrans, des scènes, des plateaux, tout ce que tu voudras. Tout ça, ça coûte une fortune. Ouais. Alors, si tu fais simplement amener des véhicules, avoir des représentants sur place pour te présenter les produits et revenir à une formule plus classique, plus simple, parce que des salons comme on en a connus, moi, j'y crois plus, on ne reverra plus jamais ça dans notre vie, mais je pense que c'est la seule façon possible de vraiment sauver un salon. Bon, M. Dessureau me disait aussi que le salon pourrait sortir des murs du Palais des Congrès pour avoir de l'événementiel ou des petites expositions Ouais, mais en tu vas- périphérie du Tu salon. vas faire ça où au mois de janvier, en plein centre-ville, là? Tous les salons qui ont essayé de faire ça, ça a été des échecs. Et Détroit a été un des premiers. Hein. Détroit, on se souvient, il y avait le Firehouse de l'autre côté de la rue, puis c'était le bordel. Les gens n'y allaient pas, les gens ne le savaient pas. tu sais. On parlait du Salon de l'Auto de Québec, par exemple. Ça aussi, Ouais. c'est un autre exemple parce que c'est pas entre les mêmes quatre murs. On a le pavillon de la jeunesse, qu'on appelle, Ouais. où on a des voitures exotiques, une panoplie de marchands aussi. Et c'est pas tous les visiteurs qui savent que ce deuxième Non. bâtiment-là existe et que la visite se poursuit. Alors, j'imagine assez mal faire déplacer des gens au Palais des Congrès pour leur dire ah ben au Vieux-Port on a un autre événement puis un peu plus, tu sais, c'est pas évident. C'est pas évident. Puis Oui, il y a aussi, tu sais, je veux dire, même toi, Germain, là, Oui. tu as avec ton père un kiosque sur place au Salon d'Auto de Montréal. oui. En constatant comment ça se passe actuellement, as-tu le goût de payer pour aller là? Ben, on se pose la question et normalement, rendu en octobre, ça fait très longtemps que tout ça est réglé d'avance. Oui, c'est ça en que, plus. que le tapis est loué, les rideaux, tout ça est réglé. Et là, on est rendu en octobre, puis ben, malheureusement, c'est pas fait. Et c'est je suis très hésitant à y aller all-in, comme on dit, parce que je vois très mal 200 000 visiteurs retourner au Palais des Congrès pour voir 2 tiers des voitures du marché. Et on s'entend Oui. qu'on ne baissera pas le prix du kiosque. Tu sais, ton Non. kiosque qui coûte, je ne sais pas, moi je dis un chiffre, 10 000 Oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous et on va réussir à atteindre un minimum de rentabilité parce qu'il y a une foule de visiteurs. Mais si le nombre de visiteurs diminue, C'est ça. c'est plus intéressant. Et là, ben, je parle dans mon cas précis, mais il y en a plein de commerçants et de marchands sur place. Puis ça va être Puis ça qui va être vont débourser des sommes beaucoup plus élevées que ça. Puis Oui. je pense à un constructeur automobile qui va débourser Oui. 2-3 millions pour être présent là-bas. Ben, si c'est la moitié des visiteurs qui se présentent, Ouais. peux-tu te dire que l'année prochaine, je m'excuse, je viens de mettre le frein à pied, Ouais. parce que la voiture oscille un petit peu. Et là, il y a toutes les questions sanitaires pour lesquelles on n'a pas de réponse. Ben ça, on m'en a Oh, donné. ouais, ça, on mais m'en a donné. Moi, je te donne l'exemple du Salon du véhicule électrique de Montréal. On ne demandait pas le passeport Ouais, euh, vaccinal. vaccinal. Ouais. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas à moi de le décider, mais on ne le demandait pas. Ça, c'est un fait. Là, est-ce que au Palais des Congrès, on va le demander? Oui, non, on verra. Une des attractions du salon, c'était de pouvoir prendre place à bord des véhicules. Donc, est-ce que si toi t'embarques dans un Durango 2022 et que tu me rouvres la porte, je m'assieds tout de suite après, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va te Bon, désaffecter? mais ça, on m'a donné les réponses. C'est-à-dire Bon. que
d'abord, faudra présenter un passeport vaccinal, il faudra porter un masque. Mais mais ça sera les seules conditions parce que sinon, les voitures vont être débarrées et désinfectées aux demi-heures. Mais déjà, juste ça, malheureusement, ça va rebuter beaucoup de gens. Peut-être. Merci pour les étoiles. Et on en faisait toujours ironiquement la promotion, mais l'idée d'aller au salon de l'auto en transport en commun était souvent très intéressante parce que ça coûtait 24 $ se stationner s'il y avait de la place. Donc là, est-ce que les gens vont prendre le métro pour aller voir le salon? On sait que l'achalandage de la STM n'a absolument pas repris comme par le passé. Je comprends les gens de ne pas vouloir s'entasser dans un autobus ou un wagon de métro. Donc, c'est beaucoup de questions. Je pense que je vais commencer à faire du Uber avec ma grosse brune, d'ailleurs. Oui, tu pourrais avoir Uber XL, là, les plus gros véhicules, parce que c'est plus. C'est une grosse voiture. Et pour moi, le point le plus important avec le Salon de l'Auto de Montréal, c'est que c'est une vitrine pour exposer des véhicules à vendre. Point à la ligne. Ouais. Mais là, on n'a pas de véhicules à vendre, Antoine. Alors pourquoi? On n'a même pas de vendeurs pour les vendre non plus. Ben non. On a pénurie de staff, pénurie de véhicules, pénurie de tout ce que tu voudras. Mais pourquoi un manufacturier qui n'a pas de véhicule à vendre paierait pour aller là? C'est plate, c'est là. Ça. Mais, et là, moi, je pense qu'il y a d'autres constructeurs qui ne l'ont puis... pas encore confirmé, mais qui vont se désister. Tu sais, moi, je me mets dans la peau de General Motors. Tu sais, vas-tu arriver là avec du bois mort que tu as en inventaire? Avec de l'Equinox, puis Buick Enclave, là, tu sais, mais tu n'as pas de pick-up le puis de nouvel Chevrolet Bolt. Envision, bon, tu sais, c'est ça. Tu sais, vas-tu te présenter là-bas pour pas vendre de véhicules parce que tu n'en as pas? Ouais, c'est tout Et là, les gens vont voir General Motors sur place, vont poser des questions, vont vouloir parler des camionnettes 2022 qui reçoivent une bonne dose de nouveautés. Ah non, malheureusement, on n'en a pas, on n'en aura pas, on ne sait pas quoi faire. Ben, tu sais, tant qu'à aller là pour se faire dire non, c'est quoi l'intérêt? Je ne sais pas, tu sais. À suivre, mais moi, j'ai le feeling qu'il y a peut-être d'autres constructeurs qui vont se désister, du moins pour cette année. Je sais que les gens de Mazda disaient qu'ils ne seraient pas présents dans aucun des salons canadiens pour cette année, qu'on n'allouait pas de budget à ça. Il ne faut pas oublier une affaire, là. La COVID aura permis à tous les constructeurs, parce qu'il n'y a pas eu de salon, de réaliser que, sais-tu que le 3, 4, 5 millions de dollars que je dépensais pour aller au Salon d'Auto de Montréal, là, je l'ai dans mon portefeuille, je peux le dépenser ailleurs. Une partie sur les médias sociaux, par exemple. Une petite partie. Je ne vends pas moins de voitures. Ben non, ils n'en ont pas à vendre non plus. T'sais. Non, mais en proportion. Mais tu sais, si ce budget-là événementiel est réparti, là, des événements, par exemple, plus locaux avec des influenceurs ou avec des journalistes, où on va approfondir un peu plus en détail sur un produit en particulier qu'on va mettre sous les spotlights. Ouais. Mais oui, c'est très drôle parce que là, il y a quelqu'un qui vient de nous dire, bon, vous ne le voyez pas, mais de la façon qu'on est installé, la rue est devant moi. Oui. Et Philippe Lafortune vient de me dire qu'il vient de passer en avant de nous sur la rue. Il nous a envoyé la main en passant, je pense, dans une Chevrolet Volt noire. Et là, me demande si j'ai un GMC Sierra en essai cette semaine parce qu'il a vu ça dans ma cour. Alors, salut Philippe. Et puis, oui, on est live. Et puis, on est pas si mal tu nous live, écoutes en conduisant, je ne sais pas comment tu fais ça. Peut-être que tu ne regardes pas l'écran. Mais bref, salutations quand même. Fait que, ça, et non, le GMC Sierra n'est pas à l'essai. C'est très en direct, ça. Hein? C'est très en direct. Et le GMC Sierra n'est pas à l'essai. C'est un véhicule. En fait, c'est mon véhicule. C'est rare, ça, un Sierra. Oui, c'est rare, hein? Oui, de ce temps-là, c'est assez rare. Bonjour à Karine qui est avec nous autres. Bon, alors, écoute, autre sujet, Germain. Oui. Cette semaine, ça a fait couler beaucoup d'encre. La rumeur est sortie et s'est concrétisée assez rapidement. Oui. Et moi, j'ai trouvé qu'on avait fait ça peut-être un peu vite, c'est-à-dire de remercier ou de mettre fin au contrat de Guillaume Lemaitre-Vierge pour son histoire de non-vaccination. Et je ne veux pas embarquer dans est-ce qu'il a bien fait de ne pas se faire vacciner. Est-ce que c'est ça, là, c'est pour moi, là, ça lui appartient. On laisse ça aux épidémiologistes voilà, aussi. Il y a des gens mieux qualifiés que nous pour ça. Mais Guillaume Lemaitre-Vierge était, selon moi, un excellent porte-parole pour cette entreprise-là.
avait fait beaucoup. Écoute, ça faisait 13 ans qu'il était là. Oui. C'est un contrat extrêmement lucratif. Autant pour lui que pour Hyundai, là, parce que lui, il empochait un chèque très, très, très sérieux au terme de l'année. Ouais. Mais si Hyundai lui signait ce chèque-là, c'est parce qu'on savait que le retour sur l'investissement était intéressant aussi. Là. Donc, on était gagnant des deux côtés. Là. Et là, j'ai même vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui, quand il a appris que Guillaume n'était plus porte-parole, Ouais. il a commencé dès le lendemain à faire la tournée des concessionnaires Hyundai pour ramasser les Guillaume en carton qui étaient dans les salles de monte pour Wow! collectionner les Guillaume en carton. Chacun. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec ça, mais j'ai trouvé ça quand même assez bizarre. Des Guillaume grandeur nature, fait que c'est pas très gros. Là. Ça prend C'est pas beaucoup très de place. grand, oui, c'est ça. Mais, Et ça se lance bien en bas Mais, d'un avion aussi en parachute. mais la question que je me pose, est-ce que aujourd'hui, en 2021, si tu veux être porte-parole d'un constructeur automobile, il faut que tu laves plus blanc, Il blanc que blanc. faut que tu sois un curé, là. Tu sais, c'est- non, parce qu'un curé, ça a des squelettes dans le placard. Oui, Tu sais, oui, en fait, oui, tout oui. le monde Ah, en oui, a. oui, oui, oui. Tout le monde en a. Et, Alors, on avait vu un bel exemple avec Marie-Pierre Morin parce que, Buick l'avait engagé comme porte-parole pour un véhicule spécifique, là encore, et le véhicule a connu une certaine popularité qui lui est, à mon avis, entièrement attribuée. Là. oui, oui. Le succès ne tient pas aux qualités du véhicule, Non. mais vraiment à toute la campagne marketing, et on s'imaginait très bien qu'elle allait pouvoir devenir la porte-parole de la marque au complet. Mais là, Et j'ajouterais que, tu sais, bon, les gens sont peut-être un peu moins au courant de ça, mais il y a même Éric Salvaille qui était, oui, je veux pas dire, il n'était pas Ambassadeur. porte-parole, mais il était ambassadeur de la marque Nissan à une certaine époque, conduisait des véhicules Nissan, mettait des images sur les réseaux sociaux, était payé pour le aussi faire. aux événements de Participait aux Nissan, événements, animer des soirées auxquelles on a assisté, nous, avant que tout ça arrive. Je peux te dire que le contrat s'est réglé assez rapidement. Et on était, d'un côté, content de ne pas avoir été plus loin dans l'association avec lui là, pour la marque. Là. Oui, exactement. Mais oui, c'est toujours délicat de s'associer à une personnalité publique comme ça, parce que même si on creuse beaucoup, ben, des fois, il y a des squelettes qui sont cachés très, très loin. Et dans le cas de Guillaume, il y a des choses qui peuvent survenir sur le moment. Là. C'est pas un squelette qui est sorti. C'est passé là. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis je pense qu'il a été très transparent dans son approche. Oui. Mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut que tu sois plus blanc que blanc. Tu sais. Puis bon, là, il y en a qui évoquent là, les anciens porte-paroles. Bon, Céline Dion chez Chrysler, puis bon, Jacques Duval chez Ford. On se souvient aussi de Marie-Soleil Touga chez Toyota. On se souvient d'André-Philippe Gagnon, Aléop Cascade chez GM. Absolument. On en a eu beaucoup, là. Normand Brathwaite qui avait annoncé du Chrysler dans les années 80. Il y en a eu énormément des porte-paroles comme ça. Mais là, aujourd'hui, tu sais, on se dit, ben, si on... Engager un porte-parole, c'est extrêmement compliqué parce que tu as toujours peur qu'il y ait quelque chose qui sorte. Et là, il y a un gros contrat qui s'est signé récemment, c'est-à-dire une nouvelle... Karine Vanasse chez Nissan, oui. bien sûr. Et je trouve ça intéressant parce que Karine Vanasse fait partie du processus de réalisation. Bon, désolé, on a perdu du monde, ça va revenir. Désolé, il y a eu un petit bug encore. On va aller voir ce qui se passe du côté de nos amis de chez... Vidéotron. Vidéotron, exactement. Alors voilà. Donc, je parlais de Karine Vanasse, oui. mais là, Mélissa Desormeaux-Poulain, chez oui. Kia, qui a été engagée. Oui, il y avait Guy Lafleur chez Cadillac, Jean Lépine, effectivement. Ah, ça, je savais pas ça. Alors, mais ça, je pense que c'était plus pour un concessionnaire, si ma mémoire est bonne. Comme Carey Price avec je un pense concessionnaire Ford. Mais c'est ça. Alors, on a engagé Mélissa Desormeaux-Poulain chez Kia. Je peux-tu te dire que à Toronto, tu avais Mélissa Desormeaux-Poulain. Guillaume Lemaitre-Vierge. En fait, il disait GLT. Oui, comme le Volvo. Parce que c'était trop compliqué à dire. Mais on a engagé Mélissa Desormeaux-Poulain et elle semble la fille parfaite, mère de famille, bien établie, populaire. Est-ce qu'elle a un squelette dans le placard ou deux? On a probablement fait beaucoup de recherches, mais chose certaine,
on peut certainement dire que l'efficacité, à mon avis, de Mélissa Desormeaux-Poulain comme porte-parole par rapport à d'autres porte-paroles qu'on a connus, c'est pas tout à fait ça. Moi, je trouve pas que les publicités sont très convaincantes. Je trouve pas que sa participation est très convaincante. On a l'impression d'une pub américaine dans laquelle on l'a catapulté. Placé là, c'est ça. Mais est-ce qu'elle est partie prenante du produit comme tel? Est-ce qu'elle va me convaincre d'acheter ce véhicule-là? Pas comme Guillaume ou comme Karine Vanasse, selon moi, mais on a une personne qui est peut-être un peu plus sans danger parce que c'est pas quelqu'un qui s'affirme, qui sort des phrases chocs sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas croqué personne non plus. Non. Alors, à suivre, mais je trouve qu'aujourd'hui, être porte-parole d'un constructeur automobile, c'est un gros défi, c'est un gros mandat. Et je trouve ça dommage parce que, comme le disait quelqu'un juste un peu plus tôt, si on n'a pas de porte-parole, on va juste se retrouver avec des pubs américaines ou avec les canadiennes lèvres qui ne marchent pas. traduites. C'est ça, exactement. Alors, on espère que c'est pas ce qui va arriver. Essai de la semaine, je te parle du Jaguar F-Pace, Germain. Véhicule qui est dans l'ombre des VUS chez Land Rover. Personne n'achète ça. Non. Personne n'achète de Jaguar, tout court. Là, et moi, j'avais conduit, en fait, au lancement de ce véhicule-là, il y a plusieurs années, j'avais conduit ce véhicule-là, mais évidemment, on avait des versions à moteur V6 suralimenté. Puis c'était bien intéressant comme véhicule, mais rapidement, je ne veux pas dire que ça a vieilli, mais sur le plan financier, c'est devenu inintéressant. Comme si le véhicule se trouvait un peu entre deux chaises. Entre un Q5 puis un Q7 au niveau des prix, puis les gens choisissaient d'acheter un Q5 tout simplement. Puis le F-Pace, on a l'impression que les gens chez Jaguar ont tout simplement jeté l'éponge. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Puis pour vrai, là, tu as le choix d'acheter. Tu vas acheter un VUS britannique, là. Tu vas prendre un Land Rover. Là. Bon. Puis de toute façon, on sait qu'un F-Pace, c'est un Range Rover Velar. Là. Ouais. C'est la même structure. Bon. Mais c'est quand même un véhicule qui a un sacré beau look pour moi. Et tu vois, quand j'ai regardé, quand on m'a livré ce véhicule-là, je me suis installé à bord, j'ai fait « OK, ils ont fait leur devoir. Là. » Tout l'intérieur a été refait, la finition, elle est magnifique. L'écran qui est incurvé au centre, c'est simple, c'est efficace. La conduite, ça répond. Et moi, la version que j'avais, c'était une version 25T, donc à moteur 2 litres turbo. Et j'ai adoré le couple initial de ce moteur-là. Ça répond vite, rapidement. C'est pas la puissance d'un Jaguar à moteur V6 ou encore moins un SVR. Mais c'est pas un âne non plus. Là. C'est pas un âne, comme certains autres dans le segment. Et quand j'ai essayé ça, j'ai fait, sais-tu quoi, ce véhicule-là n'a pas une ride, c'est différent, c'est solide, ça va bien. J'ai commencé à comparer les prix, un petit peu plus cher que la compétition. Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment une machine intéressante. Alors, moi, j'ai fait une belle surprise pour ma part. Voilà. Intéressant. Un petit mot sur le Jeep Wrangler 392. Ben oui, parce que là, il y a des rumeurs à l'effet. Bon, vous savez que Jeep est sur le point où a lancé un Wrangler à moteur V8. V8 de 6,4 litres, là, 392 pouces cubes. Oui, exactement. Qui est un moteur assez impressionnant. Là, et de placer ça sous le capot d'un Wrangler, c'est très audacieux parce que le Wrangler a un centre de gravité qui est relativement haut, une tenue de route moyenne sur la route, justement. Ouais. Donc, et ça vient débalancer le véhicule solidement parce que un V8 de 6,4 litres, c'est un peu plus pesant que le Pentastar. J'en ai bien l'impression. Et là, on a vu aux États-Unis plusieurs propriétaires prendre possession de leur véhicule, des concessionnaires en vendre, autant qu'on leur en attribuait, parce que ce n'est pas nécessairement un véhicule de très grande série. Et là, au Canada, ça tarde à arriver et il se pourrait qu'on ne l'ait pas du tout. Tout simplement, là. En fait, moi, on a parlé, toi et moi, à deux concessionnaires qui nous ont dit qu'ils ne pourraient pas en avoir, qu'on ne pouvait pas en commander. Jusqu'à preuve du contraire, c'était pas possible en ce moment. Est-ce que ça va changer par la suite? C'est dur à dire. Le site consommateur
de Jeep, lui, dit que le produit s'en vient sous peu, mais c'est pas le son de cloche de concessionnaire, là. Pas le son de cloche des concessionnaires. Et Chrysler, lorsqu'on a posé la question aux gens de Chrysler, bon, évidemment, il faut comprendre que depuis un certain temps, chez Chrysler, quand on pose une question, on n'a pas de réponse. Fait que ça, c'est un peu un problème. On n'est jamais capable de répondre dans l'immédiat. Fait qu'on va nous répondre un jour avec un beau communiqué protocolaire, là. Mais en attendant, Pour nous dire que la gamme du Wrangler est très complète avec le Pentastar, le moteur à 4 cylindres turbo et la version hybride rechargeable. Puis est-ce que c'est grave qu'on ne l'ait pas? Non. Mais est-ce que c'est curieux qu'on ne l'ait pas au Canada, mais qu'on l'ait aux États-Unis? Oui. Ça, c'est plus particulier. Puis, et ce ne sera pas pour une raison de normes d'antipollution, mais plutôt des normes de sécurité. Parce que ça doit avoir tendance à virer. Oui, c'est clair que c'est un véhicule qui doit assez mal aller, si tu veux mon avis. Là. Ouais. Donc, ce sera intéressant de voir si on ne l'aura pas, finalement, là, parce que ça a l'air mal parti pour ça. Bon, petite info sur rouleau suivant pour cette semaine. Alors, vous avez peut-être vu les 2-3 premiers épisodes qu'on a eu jusqu'à maintenant. La semaine dernière, vous l'avez vu, là, c'était Cynthia Moïse là, qui a remporté une rondeau qu'on lui a restaurée, mais qui n'était pas celle qu'on avait initialement prévue. Et cette semaine... Est-ce qu'elle a été rondement restaurée? Rondement restaurée. OK. Oui. Bravo, Germain, pour le jeu de mots. On va le féliciter. J'entends à la maison, là, ça applaudit très fort, oui. Oui, c'était super. Cela étant dit, cette semaine, c'est une émission double. On va présenter une émission en 2 volets, c'est-à-dire vous aurez une émission cette semaine et la semaine prochaine sur le même sujet divisé parce qu'on avait trop de contenu pour cette émission-là. On remet en condition un Chevrolet HHR panel pour une entreprise. Wow. Alors, c'est le fun, ça? Oui, fait que on a pris une véritable épave, une vraie poubelle, et on l'a remis... C'était des pas pires poubelles jusqu'à maintenant, là? En fait, c'est une Chevrolet Cobalt. Oui. Mais tu sais, un véhicule... Non, mais les premiers épisodes, là, c'était des pas pires poubelles aussi, là. Oui, mais mécaniquement, notre HHR bat les 3 autres. Ça, c'est clair. Alors, ce Chevrolet-là, vous allez le voir, va se faire restaurer en plusieurs étapes. Et j'attire votre attention sur cette semaine. Évidemment, on va travailler beaucoup sur la mécanique parce qu'il y en a énormément à faire. Vous allez notamment en apprendre beaucoup sur, merci pour les étoiles, vous allez en apprendre beaucoup sur le monde des catalyseurs dans cette émission-là. Oui. Pourquoi on vole des catalyseurs, qu'est-ce que ça vaut, pourquoi on fait ça. Alors, il y a de l'information là-dessus. Et la semaine prochaine, vous allez découvrir un artiste qui va peindre à la main le véhicule. Fait que ça, c'est quand même assez impressionnant. Fait que je vous invite à écouter ça. Il y a des belles surfaces sur un HHR panel. Il y en a quand même des belles surfaces. Il y a aussi des belles anomalies sur un Chevrolet HHR panel, comme le fait qu'on a des bouches de chauffage à l'arrière, des porte-gobelets, des porte-gobelets à l'arrière, mais tu peux pas asseoir personne. Fait que c'est quand même curieux. Mais bref, c'est ça. Alors, sur 2 semaines, ça sera TVA Sport, 11h, samedi matin. Évidemment, sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, le site du Guide de l'Auto, vous pouvez retrouver ça partout. Alors voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et sinon, notre brocheur de la semaine... Toyota Cressida 1989. De dernière génération. Alors, une voiture qui a fait le bonheur de mon ami Vincent Aubé, que je salue, parce qu'il en a possédé une comme celle-là. Et c'est drôle parce que c'était une berline propulsée, rivale des Maxima, rivale des Acura Légende dans un certain sens, une berline. C'était le plus luxueux qu'on avait chez Toyota. Chez Toyota, exactement. Et c'était une voiture qui était plus raffinée, plus luxueuse, plus confortable qu'une Lexus ES qu'on lançait dans ces mêmes années-là. 6 cylindres en ligne, 190 chevaux. Donc, essentiellement, c'était le moteur d'une Supra non turbo compressée. C'était pas plus compliqué que ça. Une très, très belle voiture. Ça ne s'est pas vendu énormément parce que le prix était très élevé. C'était une voiture propulsée, mais c'était une sacrée belle voiture. Et en 89, on venait juste de la renouveler. Alors, c'était une très, très, très belle voiture, mais qui est passée un peu sous le radar. C'est pas un format inintéressant, parce que c'était pas non plus une grosse berline comme les grosses berlines américaines. Là. Non, si on voulait une propulsion comme dans le haut de gamme, là, un Fifth Avenue, par exemple, ou ces trucs-là, ou un Grand Marquis, on n'était pas là. Il y a Francis qui dit dash digital, effectivement, dash...
instrumentation numérique là, qu'on avait dans cette auto-là. C'était une voiture très luxueuse, très confortable, ça allait bien. Et oui, il y a Frédéric qui dit que ça a été remplacé par la Avalon, mais la Avalon, c'est une traction, évidemment. Oui, alors, c'est un châssis de Camry. Là, oui, avec le V6. Oui. Puis il y a Martin qui dit Format Mazda 929, ben, c'était sa plus proche rivale, parce que le 929 avait ce même... même format. Même disposition, voiture propulsée, moteur 6 cylindres avant, des lignes qui étaient assez génériques, encore plus dans le cas de la 929. Après, on est arrivé avec la Serenia, on se souvient ça, la 929 Serenia en 92, qui avait l'air d'un gros œuf. Oui, c'était plus étendu. Oui, c'était plus étendu, mais ça allait bien, ça aussi. C'était des belles voitures. Puis après ça, on a remplacé ça par la Millenia. Chez Mazda, qui devait en fait devenir une voiture d'une marque, hein, qui devait s'appeler la Amati. Parce qu'on voulait faire avec cette marque-là la même chose qu'on avait fait avec Lexus chez Toyota, Acura, exactement. Et ça n'a jamais eu lieu. Pas produit, non. Mais aujourd'hui, on est sur le point de voir disparaître l'Avalon. Oui. Les grosses berlines, c'est disparu, l'Avalon. Au Canada, c'est disparu. C'est terminé. Des voitures de ce format-là, il n'y en a plus. C'est pas compliqué. Là. Tout ce que vous connaissez de berline intermédiaire, pleine grandeur, chez les constructeurs asiatiques, ça s'en va. À l'exception d'une voiture que je vois de plus en plus sur les routes, et ça m'étonne, et je suis vraiment surpris, c'est la Genesis G80. Ouais. J'en ai croisé 3 cet après-midi sur la route, des nouveaux modèles, pas des voitures de compagnie, mais des voitures plaquées personnelles. J'ai fait, on a un certain succès avec ça et c'est amplement mérité. En même temps, il n'y en a plus d'autres. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut une berline, qui mise tout sur le confort, qui n'est pas laide du tout, tu n'as pas le choix. Tu peux t'acheter une Chrysler 300. Oui, c'est ça que je disais. Il y a juste le G80. Bon, quelques questions, Germain? Oui, on fait ça rapidement. On a Eric qui nous dit que sa conjointe et lui viennent d'acheter un Honda HR-V 2021. Doivent-ils se procurer la garantie prolongée de 6 ans au coût de 1 900 $? Non. Même s'ils prévoient conserver le véhicule plus de 10 ans? Jamais. Okay. C'est super fiable. Tu ne payes pas pour une garantie prolongée. Tu sais, je veux dire, il y a des véhicules avec lesquels tu ne te casses pas la tête. Là. Frédéric nous demande, est-ce qu'on se souvient de l'Acura Vigor? Oui. Absolument. J'ai même un ami qui en a eu une longtemps avec un 5 cylindres, une voiture assez particulière, mais c'était doux. C'était une auto, sauf que l'effet de couple là-dedans était bizarre parce que tu avais un 5 cylindres en ligne, la voiture était un peu débalancée, la puissance était aux roues avant. Ça a été remplacé par la 2.5, 3.2 TL, puis après ça, l'Acura TL avec des V6. Puis bon. Mais oui, on se souvient de l'Acura Vigor. Ensuite. On a Maxime qui cherche à changer son véhicule et l'opportunité d'acquérir une Kia Forte Coupe 2012 qui a 100 000 km à prix très abordable, nous dit-on. Le moteur a été changé par le propriétaire actuel cette semaine. Elle est étudiante et a un budget très serré. Elle veut s'assurer de faire un bon choix en optant pour cette voiture. Qu'est-ce qu'on en pense? En fait, si le moteur a été changé, parce que c'est ça le problème, c'est loin d'être une mauvaise voiture. La finition est ordinaire, mais si vous payez ça à un prix raisonnable, c'est une bonne auto, ça va bien, ça a un sacré beau look. Je trouve que ça n'a pas vieilli. C'est un segment de voiture qui n'existe plus, là. Non, c'est une voiture qui est disparue du marché. Mais quand c'est arrivé... le segment au complet n'existe plus. Ah, complètement. En fait, la dernière, c'était la Civic Coupé, puis on l'a éliminée. Ouais. Alors, c'est malheureux, mais c'est une voiture bien intéressante. Si vous payez ça à un prix raisonnable, je pense que oui, ça vaut la peine. OK. Dernière question. On a Jean qui possède actuellement une Volkswagen Jetta GLI 2015. Il veut la changer et il hésite entre une Audi S4 ou S5, SQ5 et Acura TLX Type S. C'est 3 véhicules quand même différents. Oui. Puis la TLX Type S, je l'ai serrée dans quelques jours. Alors, c'est bien difficile pour moi de vous en parler. De toute façon, une TLX Type S, c'est bien difficile de mettre la main là-dessus. Ils n'en ont pas. Mais si vous allez vers une Audi S4, S5, vous ne vous trompez pas. C'est cher, mais c'est une voiture extrêmement agréable à conduire. C'est beaucoup plus fiable qu'à une certaine époque. Alors, moi, je ne peux pas ne pas recommander cette auto-là. Évidemment, vous êtes conscient que c'est une auto qui coûte plus cher d'entretien qu'une voiture de grande série comme une Jetta, là. Mais ça reste une voiture efficace, fiable, intéressante à conduire, vraiment performante.
Et j'ai vraiment hâte de voir la TLX TPS à côté pour voir ce qu'elle est capable de faire. C'est une auto qui est en très petite série, la TLX, et qui sait ce que ça va donner. Et là, tu as l'air de rigoler. Oui, je suis un peu distrait parce qu'il y a une dinde sauvage à côté de la voiture. Oui, c'est ça. On peut-tu? Non, je peux pas pas vous les montrer, mais il y a des dindes sauvages sur mon terrain. Oui. Ça, c'est les joies du direct. Là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que les portes de garage sont ouvertes. Ça me tente juste pas que les grosses dindes rentrent dans le garage. Oui. Ça serait un peu plus gênant. Alors, on va vous laisser là-dessus. Merci d'avoir été là. La réponse à la question, Eh oui. Mazda série B et la Mazda RX-8, évidemment. Voilà, exactement. Et je pourrais vous donner plus de nouvelles la semaine prochaine sur le véhicule que je m'en laissais cette semaine, le Mazda MX-30. Je n'ai pas le droit de vous en parler, embargo oblige, mais dès lundi prochain, je pourrais vous en dire davantage. Alors, on s'en reparle mercredi prochain. On sera là. Alors, merci d'avoir été là. Merci Bonne tout soirée. le monde. Merci pour les étoiles aussi. Bonne soirée.